Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. L'éducation de qualité, c'est une éducation qui permet, n'est-ce pas, d'avoir des citoyens compétents, à même de concourir avec les autres sur le plan international et, j'allais dire, résoudre les problèmes qui allaient se présenter à la Côte d'Ivoire. Donc cette école de qualité va former également des citoyens qui vont mettre en lumière les valeurs telles que la cohésion sociale, les valeurs de solidarité à transmettre aux générations futures. Madame Nouridine? Oui, ce thème fait suite au thème des 2 dernières années, tous responsables pour une école de qualité, et on appelle justement à l'engagement de tous. Parce qu'au-delà de l'école, c'est la nation maintenant qui est visée. Et l'école demeure quand même un levier important parce qu'elle contribue à former un capital humain de qualité et c'est indispensable justement pour un développement durable d'une nation qui se veut quand même émergente. Très bien. Mohamed Nour? Écoutez, comme on le dit, l'école c'est un passeport pour l'avenir. Moi je suis très content de voir ces initiatives qui se mettent en place. Notamment, il faut noter que depuis 2011, on a quand même le nombre de collèges et de lycées qui ont quasiment triplé. Ça, c'est à féliciter. Après, quand on veut rentrer dans le fond, quand on veut parler justement d'écoles de qualité, je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre tout à l'heure. Bien sûr. Donc on aura pas mal de questions à poser pour voir effectivement quels seront les agrégats que vous allez mettre en place justement pour que cette école-là soit de qualité pour la période 2026-2030, comme le PND l'a défini. Mélina? C'est une rentrée avec de nombreuses réformes annoncées, donc on attend de voir leur mise en place. Et puis aussi, ça montre aussi une volonté d'une école plus inclusive, plus numérique aussi, et puis mieux encadrée, donc à voir ce que ça va donner. Bien sûr. Lamine Fofana? Oui, à l'instar de mes prédécesseurs, on est toujours dans notre dynamique. Après l'école de qualité qui a été affichée par Madame la ministre, elle estime que pour cette année-là, voici la vision qu'elle est plus à même à répondre aux différents besoins. Maintenant, après, actuellement, la Côte d'Ivoire n'est pas vraiment jugée sur sa capacité à pouvoir créer des écoles, mais c'est plus sur la qualité de l'enseignement et du personnel que souvent on arrive à noter des problèmes. Donc, dans le cours de l'émission, on pourra être éclairé au fur et à mesure par nos invités ici. On est déjà au cours de l'émission. Qu'est-ce qui est fait cette année? Y a-t-il une réforme justement pour améliorer la qualité de l'enseignement en Côte d'Ivoire? M. Zamblé? Oui, il y a d'abord des réformes. Les réformes, elles existent, elles sont là. Et Madame la ministre, dans son allocution lors de la traditionnelle cérémonie de rentrée, a encore révélé là-dessus. Nous avons des réformes, un peu comme vous avez vu tout à l'heure, je le disais, la révision de la carte scolaire qui oblige maintenant, pour la construction d'une école, il faut 7 classes. On est donc allé au-delà de 6 classes pour prendre en compte la classe pré-primaire. Tout cela dans le sens de démocratiser l'enseignement préscolaire. Vous savez, et je ne vous apprends rien, les spécialistes, les grands préscolaires l'ont souligné, un enfant qui a fait le préscolaire a plus de chances d'appréhender, n'est-ce pas, les apprentissages au niveau du CP1. Il faut donc ne pas exclure une partie de la population de Côte d'Ivoire parce que beaucoup de personnes pensent que l'enseignement préscolaire, c'est pour les personnes aisées. Non, il faut démocratiser l'enseignement préscolaire. Et maintenant, à chaque classe, à chaque école, pardon, il faut une classe pré-primaire. Et c'est le plan type de construction maintenant en Côte d'Ivoire. Puis des écoles déjà existantes? Oui, les écoles existantes également, au fur et à mesure. C'est-à-dire, là, pour le plan type, les écoles qui vont construire, c'est-à-dire les mairies, les conseils régionaux, doivent s'approcher du ministère de l'Éducation nationale pour avoir un plan type de construction d'écoles. Et celles qui existent déjà, au fur et à mesure, nous allons avoir les infrastructures qu'il faut pour mettre un espace pour ajouter la classe pré-primaire. C'est une exigence. Il faut vraiment qu'on puisse, n'est-ce pas, y aller si on veut vraiment que nos enfants puissent accéder au CP1 dans de très bonnes conditions. Et quel type d'enseignants on aura justement pour ces écoles préscolaires? Alors, pour ce type d'enseignants, vous faites bien de poser la question parce que c'est le deuxième aspect de la réforme. Donc, au niveau de la formation initiale, dans les CAFO, il y a un programme pour le pré-primaire. Donc, cette année, nous allons, n'est-ce pas, axer, n'est-ce pas, la formation des enseignants en formation initiale pour qu'ils sachent le programme du pré-primaire. Parce que ce sont les enseignants en formation initiale qui iront sur le terrain après. Donc, il faut bien qu'ils soient outillés pour pouvoir enseigner le pré-primaire. Alors, je voudrais dire à toutes fins utiles que l'enseignement maternel comporte 3 classes. Vous avez la petite section, la moyenne section et la grande section. Il y a des écoles qui font la toute petite section aussi? Exactement. Non, non, là, c'est pas réglementaire? Non, c'est pas réglementaire. D'accord. Il y a les garderies, etc., les crèches et tout ça qui dépendent des affaires sociales. Mais nous, à l'enseignement, au niveau de l'éducation nationale, on commence par la petite section, 3 ans. La moyenne section, 4 ans et la grande section, 5 ans. Et 6 ans pour accéder, n'est-ce pas, aux classes CP1. Donc,
Au niveau du pré-primaire, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons privilégié les enfants de 5 ans. Donc, puisque il a été démontré que l'enfant qui a fait le préscolaire accède mieux, n'est-ce pas, au CP1 au niveau des apprentissages, donc ces enfants-là au niveau du pré-primaire seront outillés pour mieux, n'est-ce pas, accéder au CP1. Et donc, dans toute la Côte d'Ivoire, bientôt, nous aurons la préscolarisation qui sera vulgarisée. Et justement, est-ce que pour l'instant, on a des informations sur le nombre d'enseignants qui vont être recrutés là pour... Oui, on a des informations là-dessus. Oui. Tout est planifié. Oui. Vous savez, au niveau des CAFOP, par exemple, chaque année, il y a 6 000 enseignants. 6 000 enseignants. Le gouvernement fait des efforts notables pour recruter des enseignants. Donc, cette année, à l'heure où je vous parle, à cette rentrée scolaire, nous aurons 6 885 enseignants qui seront sur le terrain. 6 885 enseignants. C'est des efforts vraiment à saluer de la part du gouvernement. Et Madame la ministre l'a répété lors de son allocution, l'école est apolitique. Ça, il faut le dire et redire à nos concitoyens. L'école n'a pas de couleur politique. Faisons en sorte que l'école reste en dehors des chapelles politiques. Vous parlez d'enseignants RHDP, d'enseignants PDCI, d'enseignants... Permettez-moi, tous les partis politiques, par exemple, peuvent avoir des unions d'enseignants. Mais ça doit être en dehors du cadre scolaire. La Constitution leur donne le droit, n'est-ce pas, de militer dans le parti de leur choix. N'empêche qu'au niveau de l'école, qui est, j'allais dire, un territoire apolitique, l'enseignant doit laisser sa veste à la maison et entrer à l'école. Nous avons des enfants à éduquer, des enfants à enseigner. Ces enfants n'ont rien à cirer avec notre appartenance politique. Ils sont venus pour le savoir, pour les connaissances. Nous devons tout mettre en œuvre pour, n'est-ce pas, donner les connaissances qu'il faut à ces enfants-là, dans un cadre, permettez-moi l'expression, aseptisé, de la politique. Un cadre qui reflète, n'est-ce pas, des valeurs républicaines. C'est cela le slogan de l'école ivoirienne. Alors, le contrat d'objectifs et de performance qui a été signé, justement, est-ce qu'il y a des sanctions qui seront prévues? Oui, exactement. Vous faites bien de le rappeler. Le contrat d'objectifs et de performance, c'est un instrument de bonne gouvernance qui impose une obligation de résultat à tous les acteurs clés du système éducatif. Ça veut dire quoi? Le directeur régional lui-même, il est obligé, n'est-ce pas, d'avoir des résultats à la fin. Le chef d'établissement également. Le chef de circonscription. Donc, tous ces chefs de structure, et cela est issu des États généraux de l'éducation. Madame la ministre, lorsqu'elle a pris fonction, elle a convoqué les États généraux pour mettre le doigt sur les insuffisances de notre système éducatif. Cela a été fait, et donc elle a pris des mesures courageuses. On a 42 leviers transformateurs pour permettre à notre école d'aller de l'avant. Et aujourd'hui, on a les efforts. Les efforts sont récompensés. Vous convenez avec moi que l'année dernière, il y a le jeune Krekoum qui a été champion mondial de dictée. C'est jamais vu. Un jeune Africain qui va glaner des lauriers sur le plan international en dictée. Alors que les années antérieures, la dictée était supprimée. Il n'y avait pas. Grâce à madame, la dictée est revenue. Il y a les coefficients différenciés qui ont permis, n'est-ce pas, de mettre en lumière des disciplines scientifiques. Aujourd'hui, vous avez nos jeunes enfants qui sont allés tout dernièrement, à Gaborone, au Botswana, et qui ont gagné des lauriers également. Nous sommes aujourd'hui sur, n'est-ce pas, sur une orbite, et notre éducation, notre enseignement est en train d'aller crescendo. Vous avez vu les résultats au CP, par exemple? Nous étions à 83% l'année dernière. Cette année, nous sommes à 86%. On a glané plus 3 points. Au BPC, nous étions pratiquement à 40%. L'année dernière, cette année, nous sommes à 51%. On glane 11 points. Au bac, nous étions pratiquement à 34%. Et aujourd'hui, nous avons dépassé, on a 43%. Vous voyez un peu que c'est crescendo.